intervention. Donc, le programme qu'on met de l'avant en matière d'art et de culture est assez ambitieux. Évidemment, ça part par la nécessité de maintenir, je dirais presque emblématiquement, envers et contre tout, l'exception culturelle. L'exception culturelle à laquelle les États-Unis menacent de vouloir s'attaquer sous la présidence de M. Trump. L'exception culturelle qui est littéralement née d'une alliance entre l'Union des artistes et la DISC au début des années 2000. Cet héritage-là qui touche et améliore les enjeux de commerce international partout maintenant est non seulement un bijou à protéger au bénéfice de la diversité des expressions culturelles, mais aussi, et de façon très importante, un précédent qu'on peut par la suite évoquer lorsqu'il y a des secteurs de l'activité économique dont on pense légitimement qu'ils ne devraient pas être touchés dans les traités commerciaux. Je me répéterai en disant que la culture, c'est le miroir de l'âme des Québécois, c'est le miroir de l'âme d'une nation. Sans une culture, on se demande, évidemment, mais quelle est cette différence qu'on veut protéger? C'est l'économie et les secteurs économiques de qui est-ce qu'on veut protéger? D'une nation qui est différente, qui s'exprime différemment, qui s'exprime de façon unique et qui réussit à rayonner bien au-delà de son poids démographique à l'échelle internationale. Est-ce que cette réalité-là est menacée? Elle est terriblement menacée aujourd'hui. Elle est menacée pour les raisons qu'on a déjà mentionnées. Je vous présente donc une série de mesures qu'on veut mettre de l'avant. La première est déjà passablement connue. On pense que 3 des revenus de vente publicitaire des géants d'Internet au Canada doivent être mis dans un fonds. Pas une taxe fédérale qui va dans le fonds consolidé du gouvernement fédéral, dans un fonds distinct. Ça ne doit pas être appelé une taxe, d'ailleurs. C'est une royauté. Une royauté, c'est un montant que l'on verse pour exploiter commercialement un contenu qui ne nous appartient pas. Et c'est clairement ce qui existe lorsque les géants d'Internet utilisent les revenus publicitaires associés à des contenus qui viennent de l'appareil média ou de l'appareil culturel québécois et à cet égard canadien. Donc, cette proposition-là demeure au cœur de notre vision. On pense que l'équivalent de la taxe sur les produits et services, parce que les Américains menacent de la mettre sur la table dans une négociation, doit non seulement être protégé, mais dirigé vers le milieu culturel pour en assurer la pérennité mieux soutenue financièrement. On pense que les programmes subventionnaires déjà existants doivent être resserrés pour s'assurer d'abord la proportion de la représentativité culturelle. Il y a une habitude dans certains secteurs, par exemple la musique, qui n'existe pas dans certains autres, par exemple l'audiovisuel, qui fait en sorte que 40% des sommes sont réservées au secteur francophone. Pourquoi 40% alors que ce n'est pas 40% de la population? C'est qu'il y a d'abord une masse critique nécessaire pour exister, après laquelle on peut en effet travailler sur une base proportionnelle. En termes de radiodiffusion, on pense qu'il faut cheminer le plus vite possible vers l'existence de l'équivalent québécois d'un CRTC, qu'Ottawa devra reconnaître comme nécessité pour la gestion des intérêts de la culture et de la diffusion et des télécommunications sur le territoire québécois, mais qui peut aussi, bien sûr, être au service, ou une vision similaire peut être mise au service des francophones hors Québec et des communautés autochtones. La modernisation de Radio-Canada, CBC, est une nécessité. Je ne peux qu'observer que, alors que Mme Saint-Onge, au moment d'annoncer son retrait de la politique, a laissé une espèce de legs, une espèce de testament sur comment elle pensait qu'il fallait se comporter pour la suite de la relation ou d'un possible équilibre à construire entre le mandat d'une société d'État et le déséquilibre créé au bénéfice de la société d'État contre les télédiffuseurs privés. Les télédiffuseurs privés qui sont confrontés à des enjeux financiers de premier plan, extrêmement importants, extrêmement contraignants, amenant un peu tout le monde à couper dans les services aux régions, couper dans la production, couper dans l'investissement indépendant, jusqu'à arriver à une espèce de seuil qu'on atteint où il y a un plancher en bas duquel on n'est plus capable de produire des émissions de TV de 8 épisodes d'1 heure. Et on arrive à ce stade-là présentement. Donc, il faut qu'on s'assure qu'une politique pour Radio-Canada, d'abord, soit équitable. Ça veut dire que tous les services
facturés distinctement par Radio-Canada devraient être gratuits. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà subventionnés. Il ne devrait en effet pas y avoir de publicité dans des émissions d'information. Et on ne devrait pas dire à Radio-Canada, ben voici 150 millions sans condition, sans penser à la nécessité aussi d'assurer des moyens financiers conséquents pour le secteur privé de la production et de la télédiffusion. Il est nécessaire donc de travailler aussi sur un assouplissement de certaines règles applicables au secteur privé en matière de médias en général, de télédiffusion et de production en général, pour être capable d'améliorer leur compétitivité et leur productivité. Parce que si les coûts, plus les coûts sont élevés, moins il y en a, moins on en voit, moins on a envie d'en voir, et le cercle vicieux part du mauvais bord. Au niveau de la musique et des arts de la scène, évidemment, on revient avec cette idée que la TPS devrait être retournée dans les milieux qui diffusent les arts vivants, à partir d'un fonds qui, sur le même principe, est géré par l'industrie. On pense qu'il faut s'assurer de la découvrabilité des œuvres, de la présentation des œuvres au public à travers les plateformes existantes, quelles qu'elles soient. La loi le dit déjà, la mise en œuvre de ça, qui passera par le CRTC, reste un énorme défi pour s'assurer que les gens qui achètent, et pas achètent, consomment, parce qu'on n'a plus besoin d'acheter, mais qui consomment des contenus culturels, des contenus de création, se voient offrir la création québécoise et la création française et la création autochtone dans un même raisonnement, sans que ce soit constamment les géants internationaux qui occupent l'espace. Et ça, c'est dans le moyen. Là. Le fameux yard va être d'un fameux détail. Il faudra s'assurer que ça se fasse d'une façon qui assure qu'on découvre et qu'on soit exposé aux créations québécoises. Et enfin, lorsque des œuvres mettent en valeur la musique, la création québécoise, française ou autochtone, qu'il y ait des avantages fiscaux qui soient accordés. Finalement, au bénéfice des artistes, la modernisation du droit d'auteur semble quelque chose de très urgent et il y a un défi important qui vient avec le piratage par-dessus le piratage. Là, on a déjà un phénomène de piratage des revenus publicitaires des médias par les géants d'Internet et maintenant, à peu près le même appareil de géants utilise ce qu'on appelle avec une certaine prétention l'intelligence artificielle, qui est simplement des algorithmes plus complexes pour aller soutirer des contenus qui appartiennent à des créateurs, qui appartiennent aux ayants droit auxquels les créateurs choisissent librement de s'associer et qui sont piratés dans le développement de contenus qui seront diffusés et en contrepartie desquels on aura d'une façon ou d'une autre un revenu pour les géants d'Internet. Ça va prendre beaucoup de courage pour s'attaquer à ça parce que les lobbies de ces gens-là sont extrêmement puissants. Et lorsqu'on arrive autour des ministres, des fois, on se rend compte que des gens qui sont issus du milieu culturel, quand on parle d'intelligence artificielle, il n'y en a pas. Il n'y a que les géants industriels qui disent « Ouh, là est l'avenir, alors les autres et les créateurs, couchez-vous ». C'est une tendance qu'il faut absolument contrer.